La carte, est-ce qu'elle est biométrique? Non. Je crois que c'est le petit machin vert, excusez-moi du terme, que je vois les gens utiliser. Moi j'ai encore l'ancienne formule là. Je crois qu'elle finit bientôt. Petit machin vert là, qu'on imprime, qu'on peut imprimer partout. Qu'on va faire, pas biométrique. Elle n'est même pas une carte, une matrice centralisatrice des données de l'état civil. C'est-à-dire que dans cette carte, il n'y a pas une puce dedans qui peut retracer par exemple votre numéro d'identification unique qu'on nous impose par exemple au niveau des impôts. Avec cette carte, on ne peut pas savoir où vous êtes né, c'est-à-dire à partir de la puce, ou est-ce que votre carte, votre acte d'état civil a été établi. Donc c'est vraiment une affaire imprimée comme l'ancienne là. Après, c'est qu'ils vous disent en 48 heures. Ça, c'est le premier couac. Deuxième couac, c'est que l'entreprise, la même entreprise, pour le passeport, je peux me tromper, vous allez me corriger. La même entreprise pour le passeport. Ils ont pris du temps. Imaginez, le passeport a d'abord créé beaucoup de problèmes entre 2018 et je crois 2022. Les gens n'arrivaient pas à établir les passeports et puis on a élevé à 110 000, je crois que c'est le montant, pour nous dire en fait que bon, on a trouvé finalement une entreprise qui va le faire. C'était celle-ci. Ouais. Et pour qu'elle soit très à l'aise, on lui a construit aussi encore toute une bâtisse où elle ne fera qu'établir des passeports sur le domaine de l'État. Donc on lui a construit toute une bâtisse. C'est là où elle établit les passeports. On a mis les fonctionnaires de l'État à disposition. Et pour la carte nationale, nous pleurons de ça depuis près d'une dizaine d'années. J'ai même vu des jeunes qui ont sorti, je veux ma carte, je veux ma CNI. Il y a toute une campagne qui bat son plein dessus. Il faut féliciter ceux qui le font. Et ils ont pris comme ça 5 ans. Les gens se plaignent, on n'a pas de carte, on a des récépissés qu'on renouvelle, et puis il n'y a même plus de place sur le papillon pour renouveler. Les gens n'arrivent pas à voyager parce que les tracasseries policières, les gendarmes et tout. Et au finish, on dit qu'on cherche l'entreprise. On peut encore trouver que l'entreprise, la même entreprise encore. Donc on a tourné pendant 5 ans. On a trouvé la même entreprise, on a trouvé la même entreprise au même endroit, c'est-à-dire en Allemagne. Vous voyez comment quelqu'un remercie son président, enfin son créateur. Et quand vous voyez l'argent que les aînés dépensent chaque fois avec leurs amis Bayam Salam internationaux à travers les subventions aux entreprises et tout ça, il y a l'argent. Il y a l'argent. Si on peut encore donner de l'argent à un monsieur qui nous importe les pâtes alimentaires, qui n'a aucun champ de blé au Cameroun, il y a l'argent. Si on peut donner de l'argent, des milliards du Cameroun à un monsieur qui importe des poissons avariés chez les Occidentaux, bon, la consommation des animaux pour nous nourrir ici, alors qu'il n'a aucun étang de poissons, il y a des lacs partout et rien du tout, il y a l'argent. Donc pour moi, c'est pas une question de pression fiscale. C'est davantage une affaire politique et une affaire de boostify. C'est-à-dire que Biya a habitué ses amis, ses créatures à ce comportement, c'est-à-dire ce laxisme. C'est-à-dire que puisqu'il est notre ami, puisque c'est lui qui nous a créés, il nous passe tous nos bévues et tout passe en perte et profit contre les intérêts du peuple. Je m'explique. Vous avez donc, nous parlons de la DGSN. Nous savons que le monsieur qui a la DGSN, il a le nom depuis 83. Depuis 83. Au coup d'État du 6 avril, il était exactement au même endroit. Au coup d'État du 6 avril, il était exactement... 84, pardon, merci beaucoup, merci. 84, il était exactement au même endroit. Et quand le coup d'État est passé, le président l'a envoyé 20 ans. 20 ans au Brésil. Il l'a oublié. Et puis on l'a ramené en Espagne. Et puis on l'a ramené au même endroit encore. Vous voyez? Alors, je ne parle pas de crime, je veux d'abord comprendre la psychologie de la personne qui propose ce genre de choses au chef de l'État. Vous dites qu'en fait, c'est un monsieur à qui Biya a tout donné. Mais voilà comment il le remercie. Voilà comment il le remercie. Comment il le remercie? Allons-y. La carte, est-ce qu'elle est biométrique? Non. Je crois que c'est le petit machin vert, excusez-moi du terme, que je vois les gens utiliser. Moi j'ai encore l'ancienne formule là. Je crois qu'elle finit bientôt. Petit machin vert là, qu'on imprime, qu'on peut imprimer partout. Qu'on va faire. Pas biométrique. Elle n'est même pas une carte, une matrice centralisatrice des données de l'état civil. C'est-à-dire que dans cette carte, il n'y a pas une puce dedans qui peut retracer par exemple votre numéro d'identification unique qu'on nous impose par exemple au niveau des impôts. Avec cette carte, on ne peut pas savoir où vous êtes né, c'est-à-dire à partir de la puce, ou est-ce que votre carte, votre acte d'état civil a été établi. Donc c'est vraiment une affaire imprimée comme l'ancienne là. Après, c'est qu'ils vous disent en 48 heures. Ça, c'est le premier couac. Deuxième couac, c'est que
l'entreprise, la même entreprise pour le passeport. Je peux me tromper, vous allez me corriger. La même entreprise pour le passeport. Ils ont pris du temps. Imaginez, le passeport a d'abord créé beaucoup de problèmes entre 2018 et je crois 2022. Les gens n'arrivaient pas à établir les passeports et puis on a élevé à 110 000, je crois que c'est le montant, pour nous dire en fait que bon, on a trouvé finalement une entreprise qui va le faire. C'était celle-ci. Ouais. Et pour qu'elle soit très à l'aise, on lui a construit aussi encore toute une bâtisse où elle ne fera qu'établir des passeports sur le domaine de l'État. Donc on lui a construit toute une bâtisse. C'est là où elle établit les passeports. On a mis les fonctionnaires de l'État à disposition. Et pour la carte nationale, nous pleurons de ça depuis près d'une dizaine d'années. J'ai même vu des jeunes qui ont sorti, je veux ma carte, je veux ma CNI. Il y a toute une campagne qui bat son plein dessus, il faut féliciter ceux qui le font. Et ils ont pris comme ça 5 ans. Les gens se plaignent, on n'a pas de carte, on a des récépissés qu'on renouvelle, et puis il n'y a même plus de place sur le papillon pour renouveler. Les gens n'arrivent pas à voyager parce que les tracasseries policières, les gendarmes et tout. Et au finish, on dit qu'on cherche l'entreprise. On peut encore trouver que l'entreprise, la même entreprise encore. Donc on a tourné pendant 5 ans. On a trouvé la même entreprise, on a trouvé la même entreprise au même endroit, c'est-à-dire en Allemagne. Vous voyez comment quelqu'un remercie son président, enfin son créateur. Allons plus au fond, M. Bouba. Le sujet est très intéressant. Le crime va jusqu'où? Le crime va jusqu'à dans la modalité d'acceptation ou d'inoculation de la décision. Je prends l'ordonnance pour les juristes. L'ordonnance, quand le président prend une ordonnance, en fait, elle a encore un caractère réglementaire. Parce qu'en fait, elle a été prise par le président de la République dans le domaine du Parlement qui relève de l'article 26 de la Constitution. Alors, le monsieur qui remercie mal son créateur aujourd'hui, qui est à la DGSN, il a signé ce contrat, on a dit le 13 mai, j'ai suivi votre reportage. Alors ça veut dire qu'il connaissait déjà l'entreprise avant le 13 mai. Il connaissait les modalités du contrat avant le 13 mai. On n'avait pas encore convoqué la session de l'Assemblée nationale. Pourquoi n'avoir pas préparé dans un texte au président de la République un projet un projet de loi, puisqu'il s'agit du domaine du Parlement, sachant que la session c'était en juin et qu'on ne l'avait même pas encore convoqué. Et que le gouvernement envoie le projet à l'Assemblée nationale pour qu'on vote. Vous voyez donc le crime des gars, c'est quoi? Ici, le contrat tranquille, ils attendent qu'on convoque les députés, la session, et puis ils passent par l'ordonnance. Qui, bon, si on était dans un pays normal, peut être rejeté. J'imagine à la session de novembre, puisque ce n'est pas soumis à la session de juin. Vous comprenez, pour la ratification, merci Moussa. Et voilà, on se retrouve dans une situation où le président empiète sur le domaine de la loi, alors qu'il avait tout le temps pour soumettre ce projet au Parlement, longtemps à l'avance. Vous comprenez? Voilà le crime. Qu'est-ce qu'il cache donc? Vous allez donc voir 10 000 francs. On sort par là. Oui, je sors. 10 000 francs. J'ai vu, on dit que le prestataire allemand aura 90% de 10 000 francs que chaque citoyen va dépenser. Il aura 90 000. Pour imprimer une affaire qu'on peut faire à Bonamou, ça dit dans les imprimantes ou à Ange Raphaël, les imprimantes 3D ou 4D. Parce que c'est de ça qu'il est question, M. Bouba. Alors, 90 000, 9 000 francs. 9 000 francs. Et on dit que sur, je ne sais pas, sur un an ou 2 ou 3 ou 10 ans, je ne sais pas, il aura 40 milliards environ. Vous imaginez? Alors, le crime, il est où? Si vous cherchez au fond, vous allez vous rendre compte que tout le temps qu'ils ont passé à chercher la même entreprise qu'ils connaissaient déjà et aller la chercher au même endroit, c'est certainement parce qu'ils négociaient les bakshish, les rétrocommissions. Comment pouvez-vous concevoir qu'un titre d'identité qui relève de la souveraineté nationale, comme le courant, comme l'eau, comme le transport par chemin de fer, il a parlé du port tout à l'heure et tout ça, qu'on aille donner à un étranger, et qu'on lui donne 90% des revenus. Bon, les 10% là, les 1000 francs là, à quoi ça sert? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que ça a vraiment un sens? Donc pour moi, si je sors d'abord par là, je vais vous dire une chose, et je dis aux Camerounais, allez payer. Allez payer les 10 000 parce qu'en fait, le plus important, c'est sur le plan politique. Ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ils ne veulent pas que les gens soient prêts, les Camerounais soient prêts pour 2025. Parce que moi j'ai fait le terrain, je sors par là, dans les grandes régions septentrionales. Vous savez, un enfant par exemple qui atteint ses 20 ans, puisqu'il faut avoir la carte à partir de 20 ans. 10 000 francs qu'un enfant doit trouver
dans une famille extrêmement pauvre où on vit parfois avec moins de 200 francs par jour. Vous êtes du septentrion, de l'extrême nord particulièrement, vous en savez long dessus. 10 000 francs. Vous comprenez que c'est un enfant, comme Maître disait tout à l'heure, il n'a déjà pas la force d'avoir l'acte national, l'acte de naissance. L'acte de naissance, parce que ses parents n'ont pas eu les moyens. On sait ce que ça coûte, même si ça ne coûte rien, et ça coûte même moins que la carte nationale d'identité. Et maintenant, il faut débourser 10 000 francs. De deux, c'est que, sur le plan même administratif et professionnel, c'est des gens, les Camerounais auront des difficultés à avoir même un emploi. Puisque pour que vous puissiez même postuler quelque part, il faut que vous justifiez même de votre nationalité. Il faudrait que même en concours, qu'on sache effectivement que vous avez une carte nationale d'identité. Vous voyez, pour partir même d'une région à une autre, il faut absolument que vous présentiez une carte nationale d'identité à différents contrôles. Vous comprenez que toutes ces mesures sont mises en commun. Paul Biya et ses amis ont volé le temps de 3 générations. 3 générations. Si on prend 20 ans. Vous comprenez? Le problème chez nous, la jeunesse en politique, ce n'est pas l'âge, tout à fait. Ce n'est pas l'âge. Mais l'âge, nous mettons l'âge aujourd'hui parce que nous nous rendons compte que les aînés n'ont pas tenu compte de l'âge même aussi quand il fallait diriger. C'est-à-dire, comme l'aîné Limbi disait, que associer l'expérience et le dynamisme. Associer la sagesse, je préfère remplacer le terme expérience par la sagesse et la force de la jeunesse. Parce qu'on dit, si jeunesse savait, c'est-à-dire qu'il lui manque souvent un peu de sagesse. Et si vieillesse pouvait, c'est-à-dire qu'il lui manque un peu de force. Voilà. Donc, l'aîné le dit, et il a cité la Bible. Les sociétés qui marchent sont celles où les dirigeants réussissent toujours à associer la sagesse et le dynamisme. La sagesse et la force. Mais Paul Biya, lui, n'a jamais associé cette affaire-là. Ça veut dire que la pitié que vous avez pour nous, c'est justement davantage, elle devait être transposée sur ceux-là qui pensent que leur génération ne devrait pas accéder au pouvoir pour changer les choses pour notre propre génération et celles qui suivent. Je vais balayer 2 ou 3 choses avant d'entrer dans votre question. On recrute à la fonction publique entre 18 et 32 ans, pas 28 ans. Pas 28 ans. Et la jeunesse que le président met au travail, je crois que si ça vient d'un jeune, vous comprenez la pitié que vous avez, parce qu'en fait, le président est en train d'esclavagiser sa jeunesse, puisque nous travaillons pour lui, sa génération, et tout ce qu'il emploie. Quand on dit qu'on vous met au travail, et tout ce qu'il emploie. Et la jeunesse fait de lance de la nation, ce n'est pas l'expression de Biya. C'est l'expression du président Ahidjo au congrès du RDPC de juillet 1980. Jeunesse fer de lance de la nation, que lui il a repris. Il a repris ce diptyque-là. Et que certains jeunes protestent aujourd'hui parce qu'ils estiment que le fer de lance est agi. Il n'agit pas. Très bien. Le président a repris Jeunesse fer de lance de la nation et il l'a pratiquement, défiguré en sa faveur. Parce que vous allez donc voir, quand il disait Jeunesse fer de lance de la nation, il parlait de lui-même, Paul Biya, puisque Biya était Premier ministre. Ça veut dire que le fer doit devenir la prochaine main de lance pour que la génération qui suit ce fer d'aujourd'hui la devienne aussi elle-même après la main de lance de la nation. Donc la succession des générations. C'est pour cela que je l'ai dit, vous voulez ajouter une génération. Paul Biya et ses amis ont volé le temps de 3 générations. 3 générations. Si on prend 20 ans. Vous comprenez? Le problème chez nous, la jeunesse en politique, ce n'est pas l'âge, tout à fait. Ce n'est pas l'âge. Mais l'âge, nous mettons l'âge aujourd'hui parce que nous nous rendons compte que les aînés n'ont pas tenu compte de l'âge même aussi quand il fallait diriger. C'est-à-dire, comme l'aîné Limbi disait, que associer l'expérience et le dynamisme. Associer la sagesse, je préfère remplacer le terme expérience par la sagesse et la force de la jeunesse. Parce qu'on dit, si jeunesse savait, c'est-à-dire qu'il lui manque souvent un peu de sagesse. Et si vieillesse pouvait, c'est-à-dire qu'il lui manque un peu de force. Voilà. Donc, l'aîné le dit, et il a cité la Bible. Les sociétés qui marchent sont celles où les dirigeants réussissent toujours à associer la sagesse et le dynamisme. La sagesse et la force. Mais Paul Biya, lui, n'a jamais associé cette affaire-là. Il n'a jamais associé à la sagesse ou à l'âge avancé le dynamisme. Quand on dit dynamisme, ça dit la capacité d'adaptation. Parce que c'est la jeunesse. Quand on dit dynamisme en politique, c'est la capacité d'adaptation de la jeune génération à son temps. Vous savez, quand nous sommes arrivés à ce niveau de débat, moi je vais dire à M. Simon, je suis un vieux administrateur civil, je suis là principal,
Mais, est-ce qu'il sait, quand il dit 324 000 fonctionnaires, il y a des ministères aujourd'hui, tenez-vous tranquille, où au moins 50% des postes sont vides. Ce n'est pas la capacité à nommer qui manque au ministre. C'est juste qu'il ne trouve pas des gens qui lui sont affidés pour mettre à la place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neveux, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas des amis. Bon, comme il n'y en a pas, mieux les postes restent comme ça. Et on nomme même, il y a des ministres où on nomme des intérimaires. Des intérimaires. Il y a des ministères où on nomme des intérimaires. Le ministère des Mines aujourd'hui, un ministre intérimaire. C'est les faits, c'est les faits. Allez au Minepat, le ministère de l'économie, c'est des intérimaires, à des postes de directeurs. Des directeurs. Est-ce que c'est la ressource qui manque? Vous avez dit 324 000. Bon, alors vous voyez donc, le problème, du moins notre éthique à Jouvence et tout ce qui pense jeunes aujourd'hui, c'est que nous nous sommes dit, puisque les aînés nous ont vomi la jeunesse. Nous aujourd'hui, nous bloquons donc sur l'âge. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Si les aînés avaient associé l'âge au dynamisme, la sagesse au dynamisme, nous aussi nous dirions que bon, comme M. Mungue, bon, on peut avoir un président de 50 ans pourvu qu'il puisse faire comme d'habitude, c'est-à-dire l'âge associé à la force. Mais ce n'est pas le cas. Et je dis toujours, quand je dis aux jeunes de patienter, et l'aîné a fait fort et bien de reprendre ce discours du président en 2013, c'est pas le seul. C'est depuis l'an 2000 qu'il demande à la jeunesse d'attendre, d'être patiente. Parce qu'on a bâti Jouvence justement sur les promesses du président. C'est-à-dire qu'on a vu un président qui avait des enjeux internationaux. Il avait des enjeux internes. Il a fixé une stratégie. Peut-être même que les 3 générations qu'il a volées là, c'était justement peut-être pour atteindre ses objectifs. C'est Machiavel. On dit la fin justifie les moyens. Ça veut dire que peu importe la qualité de vos moyens, c'est la fin qui nous dira si vous étiez sur le bon chemin ou si vous étiez sur le mauvais chemin. Si vous avez servi avec justesse, je prends l'aîné de Limbi, le thème de l'aîné Limbi, ou alors si vous avez servi avec maladresse. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que nous sommes entrés dans cette logique de Jouvence pour dire aux jeunes, attendons, il a 92 ans. Il n'a pas quand même fait 300 ans. Quand même. Donc, patientons. De deux, c'est que... Et vous franchissez déjà les 50 ans. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas une ambition présidentielle à outrance. À tout prix. Moi, je ne suis pas entré en politique. Donc, vous dites que tous ceux qui sont dans la... Non, je vous ai pas vraiment compris. Même ceux qui sont dans la chapelle. Si vous prenez le président de RDPC, si vous dites que lui aussi est dans l'attente, il a plus de 40 ans aujourd'hui. Mais il est dans le RDPC, c'est son problème. Moi, je parle de ma chapelle et de la conception politique actuelle de ma chapelle politique, c'est-à-dire Jouvence. C'est-à-dire que je n'ai pas une ambition politique à outrance. Je suis pas entré en politique pour devenir président de la République ou pour devenir ministre. Je suis entré en politique pour sensibiliser la jeunesse, donc M. Mungue, M. Messengue, sur ce que nous devons être solidaires dans notre génération. Justement, le mot est lâché. Pour solidarité générationnelle. Oui. Mais lorsque nous observons que pendant que vous tenez ce discours, il y en a qui se réunissent au palais de congrès et qui appellent les plus de 70 ans, 80 ans à être leur candidat. On dit le candidat de la jeunesse. Donc, les jeunes disent que le candidat de la jeunesse, c'est celui qui a 90 ans, qui a 80 ans. Et est-ce qu'on n'est pas... Le message est bloqué à quel niveau? Pourquoi les jeunes ne se mettent pas ensemble? Lorsque Cabral dit qu'il est candidat, les premiers à réagir sont les jeunes qui lui rappellent que tu avais des problèmes à l'université. Dans d'autres sociétés, il y a des brebis galeuses. Il y a même le terme que les gens aiment beaucoup ces derniers temps, les aigris. C'est-à-dire que les gens pensent toujours que M. Jean-Jacques Zeu, il y a quelqu'un qui est là, par exemple, quand il nous regarde à la télé, et il dit, Jean-Jacques Zeu à ma place, c'est moi qui devais être à sa place. Vous voyez? Donc parce qu'en fait, personne ne conçoit que chacun peut être utile là où il est. Chacun peut faire l'effort là où il est de participer et de contribuer au développement de la nation. Pour revenir à ce que je disais. D'accord. C'est-à-dire que mon entrée en politique, et c'est le cas de certains autres aussi, c'est-à-dire, n'est pas de devenir président ou ministre à tout prix. C'est de sensibiliser la jeunesse sur la nécessité d'être solidaire dans notre génération. Vous l'avez dit dès l'entame du sujet. On ne gouverne qu'avec sa génération. C'est ce que le président nous a montré. C'est-à-dire que tous ceux qui sont avec lui, c'est les gens de sa génération. Et légèrement en dessous, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de sa génération, c'est les gens que ceux de sa génération ont porté. Non, il ne pouvait pas suivre. Il ne vivait pas aussi longtemps que lui. Vous voyez, donc on ne gouverne qu'avec sa génération. Mais nous disons à ces jeunes-ci que patientons. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. 2025 est là. Nous devons aller aux urnes. Que vous soyez la jeunesse du MRC, du RDPC, de Kautal, de quel parti, en 2025, c'est la jeunesse. Je sors donc, monsieur.